Bonjour, Fouad Laroui. Vous aviez fait sensation il y a quelques années en publiant de l'islamisme, une réfutation personnelle du totalitarisme religieux. Vous publiez ce 20 combats que tu livres au monde. C'est un roman qui parle de notre époque, qui parle du terrorisme, qui parle des mouvements qui ont secoué l'Europe. Vous voulez une nouvelle fois dénoncer par ce livre l'islamisation du monde? Dénoncer, certes, mais surtout essayer de comprendre. Comprendre comment, dans certains cas, on a un parcours de radicalisation qui étonne tout le monde. C'est-à-dire on prend quelqu'un qui, a priori, est très bien intégré, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, et puis on le retrouve soit ayant commis un attentat, soit partant pour le djihad. Et j'ai essayé de le comprendre. Et je pensais que la meilleure façon de comprendre, c'était de faire un roman, c'est-à-dire être dans la tête du jeune homme, et puis de le suivre du début jusqu'à la fin. Oui. Pour mieux comprendre, finalement, mettre des mots sur une réalité qu'on a du mal à appréhender. Il faut comprendre, contrairement à ce qu'on a dit, comprendre n'est pas forcément justifié. Il faut comprendre, sinon on ne peut pas agir. Et il y a d'excellents chercheurs de très grands noms qui publient des travaux universitaires de très haute valeur, justement pour comprendre ce qui se passe. Mais le roman, c'est encore plus efficace, me semble-t-il, parce que tout le monde ne lit pas les travaux universitaires. Oui. Et effectivement, comprendre ce qui se passe pour essayer d'agir. Oui, là, évidemment, on rencontre le Bataclan, on rencontre les événements que l'on connaît. Et vos personnages sont là, confrontés à cette situation et au processus de radicalisation. Voilà, il y a 4 personnages, en fait, chacun représentant un point de vue sur le monde, si on veut. Et le personnage principal, qui s'appelle Ali, est justement le jeune homme qui va se radicaliser. Et a priori, au départ, c'est quelqu'un qui est très bien intégré dans la société française. Il est d'origine marocaine, il a un excellent diplôme d'ingénieur, à la pointe de la recherche, totalement français d'ailleurs, avec sa petite amie. Ça démarre, enfin le roman démarre rue de Charonne, ils sont en train de boire un verre. Et puis quelque chose se casse. Une espèce un problème qu'il a sur les lieux de son travail, en fait. Oui. Il est mis à l'écart d'un projet. Voilà. Oui. Donc ça va déclencher une espèce de fureur, un sentiment d'injustice. Et c'est là que, effectivement, je fais intervenir un autre personnage, qui est sa petite amie, qui lui dit la vie, il y a des hauts et des bas, il y a de l'injustice, la vie n'est pas forcément juste, mais bon, il faut quand même serrer les dents et continuer. C'est-à-dire, si on t'écarte d'un projet, qui est d'ailleurs ton projet, hein, bah, tu travailleras sur un autre projet. Il aurait pu faire cela, mais il ne fait pas cela. Il démissionne avec fracas de la compagnie qu'il utilise, et puis ça, c'est la descente aux enfers. C'est-à-dire, comment se fait ce processus de radicalisation à ce moment-là? Alors, ça, c'est une des thèses parmi les grands chercheurs qui dit qu'on prend quelqu'un au moment où il est le plus vulnérable. On prend quelqu'un qui, à la suite d'un choc, par exemple, moi qui habite aux Pays-Bas, vous savez que le gars qui a assassiné Theo van Gogh, le cinéaste, il venait de perdre son job et il venait de perdre sa petite amie. On ne dit pas toujours ces choses-là, on le présente juste comme quelqu'un qui a tué Theo van Gogh en criant « Allahu Akbar ». Oui. Mais on l'a pris à un moment où il était particulièrement vulnérable, c'est ce que je montre dans mon livre, et il suffit que quelqu'un arrive et lui mette dans la tête que finalement l'Europe n'accepte pas vraiment les musulmans ni les maghrébins, et que finalement il faut faire la guerre à l'Europe parce que toute l'histoire du XXe siècle est là-dedans, ce que j'ai essayé de mettre dans mon livre. Quand quelqu'un est vulnérable, quand il est susceptible d'entendre son discours, eh bien c'est possible. Oui. Et la radicalisation a lieu très vite. Alors là, il va se retrouver donc à Raqqa. Il y a cet enchaînement dramatique de situations, mais d'une certaine façon, vous en dénoncez les rouages. Et oui, parce que le rouage principal, c'est la propagande qu'on entend tous les jours dans des mosquées ou dans des lieux de culte ou un peu partout. Je veux dire, entre parenthèses, que j'attaque tous les fondamentalismes, mais aujourd'hui, on est confronté avec le fondamentalisme islamiste. Et là, effectivement, je l'avais attaqué avant dans un autre livre sur l'islamisme, et c'est peut-être là qu'il faut agir, c'est essayer de proposer un contre-discours au discours de radicalisation. Oui, mais ça peut être quoi, ce discours? Alors voilà, et c'est là où je fais une proposition qui est assez étonnante, finalement, parce qu'elle va contre le sens commun. Ma proposition, c'est de faire entrer dans le récit national français autre chose. Par exemple, je donne un exemple, les sciences, toute l'histoire des sciences. Toute l'histoire des sciences telle qu'enseignée en France, c'est une histoire européenne. Newton, Ampère... Je dis qu'il y a une histoire formidable des sciences, une histoire arabe des sciences, oui, dont on ne parle jamais. Et faire entrer, par exemple, cela, qui est très beau, l'histoire des sciences, c'est beau, hein, faire entrer cela dans un roman ou récit national français pour que les petits Rachid et les petits Malika, qui sont français, tout à coup aient une forte estime de soi et se sentent d'autant plus français
que leurs ancêtres, à eux, sont entrés dans le récit français, c'est assez bizarre comme idée, mais c'est une idée à laquelle je crois. C'est finalement redonner ou donner cette fierté voilà. d'être musulman. D'être musulman, d'être arabe ou même d'être culture musulmane, pas forcément quelqu'un qui va à la mosquée, mais au moins s'appeler Rachid, Malika, que ce ne soit plus une sorte de handicap, à tel point que des gens qui s'appelaient Ahmed se font appeler Alexandre, vous avez remarqué récemment dans l'actualité. Au contraire, savoir que le plus grand scientifique de l'histoire, peut-être que ce ne serait pas le très grand génie qu'est Leonardo da Vinci, mais il y a quelqu'un qui s'appelle Ibn al-Haytham, dont 90% des gens ne connaissent même pas le nom, si vous faites un radio-trottoir, mais qui est considéré comme le premier vrai scientifique de l'histoire. Et c'est quelqu'un qui s'appelait Mohamed. Donc, faire entrer tout cela dans l'enseignement, dans la culture, dans ce que vous faites, dans ce que nous faisons, ça donnerait peut-être aux Français qui ont un nom un peu exotiques, mais qui sont français, qui sont nés ici, par exemple, l'idée qu'ils ont eu, eux aussi, des ancêtres formidables. Ce n'est pas seulement Newton, Galilée et Descartes. Et c'est dire aussi, et c'est le titre du livre, ce combat-là contre le monde est un combat vain. Alors, ce combat est vain, c'est-à-dire le combat du radicalisme qui se finit toujours par un attentat suicide, qui finit par la mort. Le nihilisme perd toujours. Je veux dire, qu'est-ce qu'on gagne? On ne gagne rien. C'est pour ça que je dis dans le titre, ce vain combat que tu livres au monde, ne le livre pas de cette façon-là. Livre ce combat par la culture. Livre ce combat en étant toi-même quelqu'un d'extraordinaire. Je dis cela aux jeunes, par exemple, qui sont français mais qui sont d'origine étrangère, en particulier maghrébine. Livre une autre sorte de combat. Un combat où tu montres que tu es toi à la hauteur, qu'on peut être fier de toi. Tu t'appelles Rachid, Mohamed, Malika, on peut être fier de toi pour ce que tu es. Oui. Et pas par ta mort, parce que ça ne résout rien. Alors, il y a quelques temps, vous aviez fait une interview, vous aviez dit « J'ai honte d'être marocain quand je vois... » Alors, ça a provoqué un scandale. Quand je vois le nombre de terroristes marocains. Oui, je l'avais dit, mais en fait, moi, je manie l'ironie. Et le problème, c'est que l'ironie est toujours très mal comprise. Surtout de gens qui ne manient pas forcément les codes de l'ironie, qui ont une connaissance assez approximative de la langue française. Donc, je manie beaucoup l'ironie. Les gens lisent ça au premier degré. Évidemment, je n'ai absolument pas honte d'être marocain. J'avais simplement dit que ce qui me troublait, c'était le fond c'est que la plupart de ceux qu'on retrouve dans les attentats sont quand même d'origine marocaine, qu'ils soient à Molenbeek, en Belgique, qu'ils soient à Paris, qu'ils soient... Alors je me posais simplement... Évidemment, il y a aussi des Algériens et des Tunisiens, mais pourquoi autant de Marocains? Et alors ça, on n'a pas le temps d'en parler maintenant. Il fallait simplement que je pose cette question, que nous la posions, pour essayer de réfléchir là-dessus. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre passé, dans notre façon de voir le monde, dans l'éducation que nous recevons? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce qu'autant de Marocains, dont certains étaient d'ailleurs plutôt bien intégrés dans la société, française, belge, pourquoi tout à coup se fâche-t-il, entre guillemets? Pourquoi livre-t-il ce vain combat au monde? Merci beaucoup, Faude Laroui. Ce livre qui s'appelle « Ce vain combat que tu livres au monde », il est donc publié chez Julia. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous. Merci.